Fanny Ricard, je travaille à la Prova 84. Donc, à la Prova 84, si vous ne nous connaissez pas, nous sommes une association au service des autres associations du département. Et donc, voilà, on fait la promotion et le soutien à la vie associative. On a plein d'activités, de l'information, de la formation. Et aujourd'hui, du coup, on organise du coup cette présentation FDVA du coup en lien avec Julia Namoyanou du coup de la SGS 84 que je vais laisser peut-être se présenter euh, voilà pour Oui, démarrer. Oui, merci Fanny, merci d'organiser ce webinaire. Moi je suis Yuliane Amoyanou, référente vie associative au service départemental jeunesse, engagement et sport du Vaucluse. Pour commencer la présentation, je vais vous expliquer un petit peu la philosophie du FDVA et ses grandes orientations pour cette campagne 2025. Donc, je vais essayer d'être le plus concise possible pour qu'on ait plus de temps pour échanger éventuellement sur des questions peut-être qui seront plus techniques. Je me permets juste un instant de te couper, Yulia, juste pour refaire le point sur la partie plus technique, justement, mais de la session. Donc, je voulais signaler, on est assez nombreux, donc je vais vous demander de garder vos micros coupés sur le temps de la présentation. Euh, voilà, vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser des questions, réagir. Donc, le chat est accessible en bas de votre écran. Vous avez plusieurs icônes avec le chat. Et donc, quand vous écrivez quelque chose dans le chat, tout le monde y a accès. Donc, je vous invite déjà peut-être à faire un test et à écrire tout de suite quelque chose dans le chat. Voilà. Julia et moi, on se relaiera du coup pour lire les questions au fur et à mesure qu'il y aura dans le chat, qui seront posées dans le chat. Donc, voilà, l'idée, c'est que la présentation soit la plus fluide possible. Julia, pardon, va faire une présentation du FDVA d'une manière générale. Ensuite, il y aura un petit temps de questions-réponses pour essayer de dégrossir ou clarifier des points qui auront été abordés. Et ensuite, je vous ferai une petite présentation de la plateforme, de l'environnement de la plateforme de dépôt de la demande de subvention. Voilà. J'espère que c'est bon pour vous tous. Et donc, on part sur, on espère, 1 heure et demie, essayer de tenir 1 heure et demie sur cette présentation. Allez, je te laisse, je te laisse reprendre la parole. Le FDVA, il existe en gros depuis 1985 et dès quand il a été créé, et puis ensuite avec ces réformes, c'était vraiment de venir soutenir la formation des bénévoles associatifs. Le FDVA qu'on connaît aujourd'hui, il existe sous sa forme en fait depuis 2018 et on a rajouté à ses missions initiales de formation aussi l'action de soutenir la vie associative, notamment en contribuant aux charges courantes de fonctionnement des associations. Donc aujourd'hui, c'est encore un des rares dispositifs qui reste à venir financer sur du fonctionnement global et non sur du projet. Donc ces grands objectifs, ceux que je viens de vous dire, hein, c'est bien venir soutenir financièrement la formation des bénévoles sur le volet 1, le financement global de l'activité des assos sur le volet 2, ou encore ce qu'on appelle les projets innovants, donc c'est la mise en œuvre de projets, d'activités créés dans le cadre du développement de nouveaux services à la population, donc de l'innovation. Je vais vous proposer ce plan pour ma présentation, donc en fonctionnant en ces trois volets que je viens de vous dire, la formation, le fonctionnement, les projets innovants. Donc on verra d'abord les critères d'éligibilité qui sont communs aux trois volets, nos priorités régionales hein, qui nous sont dictées par cette autorité régionale, et puis nous, comment on les décline dans le département. Et puis on finira par quelques points de vigilance qui sont aussi communs à ces trois volets. Donc sur l'éligibilité, on peut résumer ça sous quatre grands points. Votre asso doit respecter le tronc commun d'agrément, je vais y revenir. Votre asso doit souscrire au contrat d'engagement républicain
Et puis, il doit pouvoir démontrer d'un fonctionnement démocratique, mais aussi d'une forme de pérennité et bien sûr d'action locale, donc d'action sur notre département, évidemment. Donc, le tronc commun d'agrément, ça se résume sous ces quatre points. Donc, il faut évidemment être une association loi 1901 qu'on connaît. Il faut avoir un objet d'intérêt général. Donc, l'intérêt général, c'est présenter une utilité sociale, un impact collectif. Donc, en fait, il ne faut pas être destiné à un cercle restreint de personnes. Donc, un cercle restreint, c'est par exemple une association destinée aux seuls Vauclusiens de naissance, puisqu'on ne peut de fait pas devenir Vauclusien de naissance. Donc là, on serait sur un cercle restreint. Il faut avoir un mode de fonctionnement démocratique, donc une prédominance de membres élus sur des membres de droit, par exemple, des instances de prise de décision qui sont claires, qui sont démocratiques. Donc en fait, il faut venir nous fournir un rapport d'AG pour prouver ce fonctionnement démocratique. Et puis on regarde également dans vos statuts ce qui est inscrit. Et puis, il faut pouvoir garantir sa transparence financière, donc en, en fournissant des comptes rendus financiers, des bilans financiers qui sont validés par vos instances dirigeantes. Souscrire au CER, en fait, c'est tout simplement s'engager à respecter les principes républicains. Je ne vais pas vous énumérer les 7 points qui sont inscrits au contrat d'engagement républicain, ça alourdirait la présentation, mais c'est trouvable sur Internet. Et également, on vous transmettra à la fin de cette visio un lien où vous pourrez télécharger des documents et où dans ces documents, il y a le contrat d'engagement républicain et les 7 points listés. Sur la question des actions locales et de la pérennité. Donc la pérennité, en fait, c'est qu'on va regarder que vous ayez bien une première année de fonctionnement. Donc il faut pouvoir nous donner un rapport d'AG, en fait. Et puis, il faut démontrer de non seulement avoir son siège dans le Vaucluse, mais aussi démontrer de votre activité dans le département, que vous avez bien réalisé des actions et que vous êtes actif. Si vous n'avez pas votre siège dans le Vaucluse, si vous êtes un établissement secondaire, il faut par contre que vous ayez votre propre SIRET et votre compte bancaire séparé du siège pour pouvoir émarger au FDVA du 84. Quelques petites exceptions ne sont pas éligibles les associations qui défendent un secteur professionnel ou les intérêts communs d'un public adhérent. Donc là, on revient à la notion de cercle restreint qu'on a vu plus tôt dans le tronc commun d'agrément. Et puis, j'attire l'attention sur le point, sur la question du 80% du total des ressources de l'association qui ne doit pas être égal ou supérieur pour les fonds publics. Donc là, on vous invite fortement à valoriser le bénévolat, les contributions volontaires, les dons, etc. Pareil, dans les documents qu'on vous fournira, une notice qui vous aidera à comprendre comment valoriser ces contributions volontaires. Je crois qu'il y a des personnes dans la salle d'attente. Non, c'est bon. Euh, Donc, je vous parlais du cadrage de la région. En fait, il y a bien une commission régionale qui vient chaque année nous donner les grandes orientations et qui chapeaute un petit peu tout ça. Et nous, ensuite, on est chargé de le décliner sur notre territoire. Donc, cette commission régionale qui s'est tenue le 18 décembre dernier a statué sur 2 axes principaux pour ce FDVA. Donc, continuer d'accompagner la dynamique associative. Donc, ça vient se décliner en aidant à structurer le réseau, notamment en consolidant le guide asso, et puis en accompagnant les associations à renforcer leurs ressources humaines. Par exemple, rendre plus visibles, plus lisibles les offres de formation des bénévoles. Et puis sur l'axe 2, l'idée c'est de développer une société de l'engagement citoyen, donc tout au long de la vie, inviter les personnes à s'engager, donc dès la jeunesse avec des dispositifs comme le service civique,
Et puis, tout au long de la vie, en valorisant le bénévolat, on en parlait juste avant. Donc, notamment en valorisant le bénévolat, en rendant plus attractif le compte engagement citoyen. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais pour rappel, ça permet de transformer des heures de bénévolat en crédit sur notre CPF. Donc, c'est plutôt intéressant dans le cadre de nos engagements associatifs. Et donc, ces priorités régionales, on les décline sur nos départements. C'est validé par un collège départemental qui est constitué d'élus locaux, de députés, de sénateurs et de représentants du monde associatif. Et donc, nos trois grandes orientations pour cette année, c'est de continuer à soutenir la formation des bénévoles au plus proche des besoins, de valoriser les petites associations, hein. Le FDVA, il est en priorité destiné à ces petites structures, et puis faciliter au mieux la juste répartition des fonds du FDVA. L'idée, c'est que ça n'aille pas tout le temps au même. Hop. Sur le volet 1, la formation des bénévoles. Donc, qu'est-ce qu'on va venir financer? Deux types de formations. Ce qu'on appelle des formations spécifiques qui sont en lien avec votre projet associatif. Donc, par exemple, vous êtes une association qui s'occupe de personnes en détresse. Une formation spécifique serait une formation dédiée à l'écoute pour que les bénévoles soient formés à cette écoute. Ou des formations généralistes qui sont liées, elles, à l'activité générale de l'association. Donc, par exemple, juridique, comptable, une formation informatique, voilà. Ça, c'est généraliste et il y a les spécifiques. Attention, je précise que les associations sportives ne sont pas éligibles sur ce volet. C'est dans le décret qui encadre le FDVA, puisqu'elles bénéficient des financements de l'ANS pour ce même volet. On ne finance pas, bien sûr, des formations individuelles. Il faut vraiment que ce soit collectif. Donc, sur les formations, on demande minimum 8 bénévoles. On vient compter en forfait jour et la formation doit être constituée de minimum une demi-journée. Donc, ça représente 3 heures et de maximum 5 jours. Toutes ces précisions, elles sont indiquées dans la note d'orientation que vous aurez également dans les documents à la fin de la présentation. Et donc, nous, dans le Vaucluse, on va s'attacher en particulier à continuer à soutenir la formation des bénévoles au plus proche de vos demandes et des besoins du territoire. On s'appuiera encore une fois sur la compétence régionale formation pour soutenir des programmes pluriannuels de formation. Donc là, on est sur des programmes sur 3 ans. Et puis, bien sûr, on encourage la mutualisation de ces formations, l'ouverture de formations à d'autres bénévoles, d'autres associations. Et selon les demandes qu'on reçoit, on pourra même vous inviter à fusionner vos demandes si on considère qu'elles sont trop proches. Sur le fonctionnement global, donc ce que je vous disais au tout début, là, l'idée, c'est vraiment juste de soutenir la réalisation de votre projet associatif, donc vos dépenses diverses, vos charges courantes, acheter des petites fournitures qui vous permettent en fait de fonctionner au quotidien et toute l'année. Donc là, on exclut les subventions d'investissement. L'investissement, c'est tout ce qui peut être amorti. Par exemple, acheter un véhicule, acheter un local, ça ne fonctionnera pas. Et donc sur le fonctionnement, comment on instruit vos dossiers? On a fait un système de points pour prioriser vos structures. Donc on valorise les associations peu ou pas employeuses, donc moins de 2 ETP, équivalent temps plein. Donc si vous n'avez pas d'ETP ou moins de 2, en fait, vous aurez plus de points et puis après, c'est dégressif. Pareil, une association qui n'a pas bénéficié de FDVA l'année précédente ou l'année d'avant ou l'année d'avant sera également prioritaire avec plus de points. Les plus petits budgets sont privilégiés, encore une fois, pour valoriser les petites associations. Et ensuite, les associations qui ont pour soit objet, soit public, soit fonctionnement, un ou plusieurs des critères que vous voyez dans l'encadré bleu. Et donc là, pareil, c'est cumulatif.
Donc en fait, à chaque fois, on regarde, est-ce que vous cochez ces cases, on vous met des points, et puis plus vous avez de points, plus vous pouvez espérer obtenir un financement, et plus potentiellement il serait important. Toujours en corrélation avec votre budget global, bien sûr. Les priorités que je vous annonce ici sont aussi décrites plus précisément et de manière plus exhaustive dans la note d'orientation que je vous invite encore une fois à lire très attentivement. Donc là, on est sur des critères cumulatifs. Donc je vais vous montrer maintenant un barème des points qui est vraiment indicatif, mais c'est pour vous donner une idée de comment ça fonctionne. Plus vous cumulez des priorités, plus vous pouvez espérer obtenir un financement plus important. Bon, attention, hein, je précise, là, ces sommes, c'est une idée indicative, puisque pour l'instant, on n'a pas encore notre enveloppe globale, nos financements, donc ça va forcément être ajusté en fonction de l'enveloppe qui nous sera allouée. Mais voilà l'idée, pour que vous compreniez. Euh, Sur le dernier volet, la question des projets innovants, comment on instruit un projet innovant? Donc, il y a 4 critères qui nous permettent de définir si le projet est innovant ou non. Donc, ces critères, ils sont tirés de la CRESPACA. Le critère numéro 1, c'est cette nouvelle réponse aux besoins sociaux. Donc, la transition numérique, écologique, solidaire, mais toujours qui repose sur une analyse du besoin social local. Donc l'idée, c'est que vous répondiez à des besoins qui sont non couverts parce que vous avez fait un diagnostic qui vous permet de dire que ces besoins ne sont pas couverts. Il faut un caractère évaluable, valorisable du projet, donc bien sûr des critères qualitatifs, quantitatifs d'évaluation. Et ce projet doit pouvoir être transférable, diffusable, soit à d'autres structures, soit à d'autres territoires, toujours en réadaptant en fonction du diagnostic local. Quand on parle du critère 3, l'ancrage territorial, là, on vient regarder votre capacité d'animation du territoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous soyez tout seul dans votre coin. Il faut que vous vous inscriviez dans un réseau partenarial. Il faut contribuer au dynamisme du territoire. Et sur le critère numéro 4, le processus participatif, on vient regarder la qualité de votre gouvernance associative, mais aussi le fait que toutes les parties prenantes soient dans le projet. Donc, on va des bénévoles aux salariés éventuels, aux usagers et aux bénéficiaires du projet. Donc là, l'idée, c'est de fédérer des énergies citoyennes. Et donc, nous, en PACA et dans le Vaucluse, on sera particulièrement attentifs aux projets innovants qui viennent s'articuler autour de nouvelles formes d'engagement, notamment sur la question de la jeunesse et sur la question d'innovation en matière de continuité éducative et de transition numérique. Ici aussi, attention pour les associations sportives, les demandes qui correspondent trop aux projets fédéraux ne seront pas, seront exclues puisqu'elles seront potentiellement financiables par d'autres partenaires. Voilà sur ce volet. Je passe et finis sur quelques points de vigilance très concrets. Donc, quand vous aurez déposé votre dossier FDVA sur le compte ASSO, nous, on va faire la complétude de votre dossier. Donc, on va vérifier que vous ayez bien euh, fourni tous les documents nécessaires à l'instruction. Donc, je dis nous, c'est notre service et en particulier ma collègue administrative et moi-même. Donc, et on fera une seule et unique relance pour obtenir les documents qui sont éventuellement manquants. Donc, comment fonctionne la relance? Quand on va regarder la complétude, si on voit qu'il vous manque des documents, on va vous écrire un message dans le compte asso. Donc, a priori, vous serez notifié par mail, mais au cas où, je vous conseille fortement de regarder régulièrement votre compte asso. Et dans le compte asso, dans ce message, on vous dira quel document il manque. On vous invitera à nous l'envoyer par mail et on vous mettra l'adresse mail en question. Et nous, on se charge de verser la pièce sur votre compte asso. Donc voilà, mais faites attention parce qu'on fera vraiment une seule et unique relance.
Ensuite, point de vigilance sur la concordance parfaite entre votre adresse sur le RIB et le SIRET, parce que si ça concorde pas, dans notre logiciel payeur, ça bloque. On ne peut pas faire autrement. Donc voilà, soyez vigilants et si vous voyez que ce n'est pas le cas, faites les modifications nécessaires dès maintenant. Sur les pièces nécessaires, on vous demande le budget prévisionnel donc de l'année en cours, donc de 2025. Il est obligatoire, bien sûr, et il concerne l'association, pas le projet, l'association. Et puis, dernier point de vigilance, la deadline, la fin de la campagne le 23 février. Ne loupez pas le coche. Et surtout, dans la mesure du possible, n'attendez pas le dernier moment au risque d'une surcharge du serveur. Voilà, le 23 février, c'est un dimanche. N'attendez pas le dimanche à 20 heures pour verser votre dossier. En sachant que Fanny vous le présentera, hein, mais l'avantage du compte asso, c'est que vous pouvez commencer une demande et la sauvegarder et y revenir un petit peu plus tard. Donc voilà. Et puis dernière slide sur la question du budget. Voilà quelques chiffres. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas encore les budgets 2025. Euh, voilà, on n'a pas d'indication sur qu'est-ce qui nous sera alloué. Mais faites attention, c'est encore une fois, tout est inscrit dans la note d'orientation, mais il y a un montant plancher. Donc plancher, c'est un montant minimum. Ne demandez pas en dessous de 800 euros sur le fonctionnement notamment, parce que sinon, vous ne pourrez pas espérer obtenir de financement. Et pour avoir une idée hein, en moyenne combien on attribue, l'année dernière, on était sur 2000 euros en moyenne attribués à chaque association. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que vous vous doutez que les demandes qu'on reçoit sont largement, et le montant total est largement supérieur à l'enveloppe qui nous est allouée chaque année. L'année dernière, on était sur des demandes qui avoisinaient 1 300 000 euros pour une enveloppe du coup de 475 000 euros. Donc forcément, on ne peut pas financer tout le monde. Euh, voilà pour ma présentation globale du FDVA. Fanny, je te passe la Ouais. parole si tu as vu des questions. Oui, alors il y a assez peu de questions pour l'instant. On a eu une question sur la taille des structures. Donc, je le reprécise là à l'oral. Effectivement, le FDVA, c'est pensé plutôt pour les petites associations. C'est le Fonds de développement de la vie associative. On est vraiment sur un dispositif qui est pensé pour soutenir les petites associations dans leur développement, avec ce système à points notamment dont tu parlais tout à l'heure, Julia. Par contre, ça n'exclut pas de fait les plus grosses structures. Après, ça va sans doute dépendre du projet, de la demande, voilà, c'est toutes ces questions de contexte. Finalement, même si vous êtes une grosse structure, mais que proposer de la formation des bénévoles, enfin voilà, ça peut être quelque chose de tout à fait adapté. Là, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez en tête comme demande. Et après, du coup, on a eu d'autres questions là plus sur le projet innovant. Je pense que on a plus de mal à projeter sur ce que pourrait être le projet innovant. Donc, on nous a demandé des exemples et on nous a proposé un exemple, savoir si ça pouvait rentrer. Donc, ce sera un bon exercice. Là, par exemple, on a une structure qui a pour projet d'aborder le harcèlement, donc avec différents partenaires extérieurs. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi inclure des jeunes de QPV. Est-ce que ça pourrait rentrer comme un projet innovant? Alors éventuellement, là, en quelques mots, pourquoi pas? Alors ce que j'ai pas précisé dans ma présentation sur la question du projet innovant, c'est que là, pour le coup, je suis pas la seule à instruire. On est sur tous les agents de notre service, donc en fonction de leur spécialité, de leurs connaissances, etc. Et donc on est vraiment sur de l'instruction de projet. Pour juste revenir sur la question d'avant, sur les grosses associations, elles seront par exemple plutôt amenées à émarger sur du projet innovant. Euh, et donc sur l'instruction d'un dossier projet innovant, donc c'est nos agents qui vont examiner le dossier et ensuite on échange sur oui ou non, est-ce que le projet est innovant et pourrait être financé.
Et je reparle aussi du collège départemental, donc qui viendra clôturer la campagne en mai. Ce collège départemental, je vous le disais, constitué de représentants du mouvement associatif, d'élus locaux, de députés, de sénateurs. Ils ont aussi un droit de regard et un droit d'avis sur les projets innovants qui seront financés. Donc on est vraiment sur de l'instruction globale. Voilà. Très bien, merci. Juste peut-être une précision que je refais là à l'oral. C'est tout à fait possible de déposer une demande dans chacun des volets. Donc au final, dans le cadre du FDVA, vous pouvez aller jusqu'à maximum 3 demandes, une sur chaque volet, mais vous pouvez pas en faire plusieurs dans un volet innovant, par exemple. Ou en tout cas, si vous en déposez plusieurs, euh, ça sera l'ordre de dépôt qui comptera pour la priorité et pour notre instruction. Mais on ne pourra pas en financer plus d'un. Alors, toutes les ressources dont Yulia a parlé là depuis le début de la session et même les diapositives là qui vous sont présentées vous seront envoyées à l'issue de la présentation. Donc, vous aurez vraiment toutes les informations. Voilà, le point sur le compte d'engagement citoyen en fera partie. Vous aurez effectivement un petit récap sur comment est-ce qu'on fait pour valoriser le bénévolat aussi dans vos budgets. Donc, voilà, vous aurez vraiment tous les documents de la présentation. Euh, je regarde si j'ai pas raté des demandes. Alors, on a une question sur est-ce que 3 volets, ça veut dire 3 enveloppes budgétaires différentes? On est sur la même enveloppe globale du FDVA? Oui, oui. Oui, Vas-y, je te alors laisse. nous, ça nous est réparti en 2 volets. Formation, volet 1, formation des bénévoles, volet 2, projet innovant et fonctionnement global. Voilà, ça c'est pour les détails internes, effectivement. On nous demande si une demande est égale à un projet ou est-ce qu'on peut regrouper plusieurs projets pour une demande de FDVA. Alors sur le projet innovant, non, puisqu'on est vraiment sur un projet. Donc oui, une demande, un projet. Et sur le fonctionnement, par contre, en fait, bien sûr, on vous demande de décrire votre projet associatif et éventuellement si vous savez déjà comment vous avez envie de dépenser ces sous, mais on n'est pas sur de la notion de projet. Comme je vous l'expliquais, il y a un système de points qui là vient regarder plus votre association en général. Donc ça sera aussi une seule demande sur le fonctionnement, oui. Concernant le projet innovant, faut-il qu'il y ait une action de mener ou plusieurs? Là, ça, je crois qu'on vient de répondre. Dans le volet 2, est-ce que l'aménagement de bureaux ou de vestiaires est recevable? Oui, c'est de la dépense courante, c'est pas spécialement de l'investissement, oui. Après, ça va se poser peut-être la question du coût et de l'amortissement comptable. Ce que tu disais, il y Oui, mais avait là, la, on la, est sur la de question l'achat de... de petites fournitures, on va dire. Et pas sur l'achat d'un local. Euh, faut-il un temps minimum entre la création de l'association et la demande? Alors, je crois que j'ai déjà eu la demande aussi un peu plus haut. Dans ce qui est demandé, du coup, c'est que l'association ait au moins un an d'existence. Et je crois qu'on a eu la question lundi, justement. Est-ce que si on a moins, mais qu'on a déjà fait une AG, est-ce que c'était bon? Je ne sais pas si on avait... Alors, on n'a pas si on encore avait... tranché la Oh, question oui. en interne. Et il faut qu'on vérifie au niveau des textes ce qui est réglementaire. Mais voilà, l'idée, c'est un an d'existence minimum avec au moins un Une rapport d'âge. AG. Je vois l'innovation se place au niveau de notre association, de ses activités. Alors, pas totalement, non. L'innovation se place vraiment sur le projet que vous développez. Donc, l'exemple que citait Fanny, par exemple, vous avez un projet de développer quelque chose qui vous semble particulièrement innovant selon les critères que je vous ai énoncés. Donc, on n'est pas sur la question du projet de votre association si vous voulez émarger sur le projet innovant. Et oui, il faut que ce soit nouveau. Euh, c'est intrinsèque à l'action de l'innovation. Vous pouvez pas, un projet innovant ne peut pas être innovant depuis 5 ans.
Est-ce que on a d'autres questions ou est-ce qu'il y a des choses à nous faire remonter sur lesquelles les réponses n'ont pas été claires? N'hésitez pas, du coup, c'est voilà, ce petit temps entre deux où on essaie de répondre à vos questions. On est pas mal sur le timing, donc c'est plutôt chouette. Alors juste, je viens de voir une petite précision que je n'ai pas dit sur la question du projet innovant. Euh, on ne, on ne finance pas d'événements. Il faut que ce soit des actions sur une plus longue durée. Il ne faut pas que ce soit de l'événementiel. Un projet ayant besoin d'aide pour rendre des outils cognitifs pour la réussite scolaire et utilisable pour l'ensemble de la scolarité intéresse le FDVA. Alors là, comme ça, c'est difficile de dire un grand oui ou un grand non, mais je vous invite, vous aurez nos coordonnées, je vous invite, si vous avez vraiment des questions particulières sur un projet que vous avez déjà, que vous souhaitez développer, je vous invite à me contacter pour m'en dire un peu plus avant de déposer la demande pour que je vous aiguille sur ces questions. Oui, du coup, dans le mail que vous allez recevoir suite à cette présentation, vous aurez un récap des coordonnées et voilà, Julien est disponible pour échanger sur votre projet et nous, à la Prova, on est disponible, ça fait partie de nos missions, de pouvoir aussi vous aider si jamais vous avez un problème dans le dépôt de la demande ou pour voilà, une question que vous n'avez pas bien compris dans le cadre de votre demande, on pourra évidemment vous répondre. Si le projet a commencé, peut-on quand même prétendre au FDVA? Bah, encore une fois, comme je disais, ça dépend depuis combien de temps. Enfin voilà, si ça fait 2 ans que vous menez ce projet, on sera plus sur de l'innovation. Alors là, c'est peut-être le FDV en général et peut-être pas, je ne sais pas quel est le sens de la question. Mm. Euh, En tout cas, quelque chose qui serait en cours, une formation des bénévoles qui serait sur un temps, sur 2 années. Il n'a pas été financé en 2024. Vous pouvez faire une demande en 2025, peut-être que ça peut être ça. Projet qui a démarré depuis janvier pour du projet innovant, on nous Eh ben, précise. contactez-moi pour qu'on échange sur le projet en question, oui. Oui, oui. Est-ce qu'il existe un barème des points pour le volet 3? Alors, pas comme tel, non. Non, parce qu'on est sur de l'instruction de projet. Donc là, c'est chaque agent avec ses compétences métiers. Nous, on a un guide interne qui nous aide à instruire, mais c'est pas un barème de points cumulatifs comme pour le fonctionnement. Pour une petite association, est-ce que les frais de gestion et de tenue de compte sont finançables? Je vois pas Euh, en quoi ça consiste. Ça, Payer un du coup, comptable. c'est peut-être dans votre... ça, ce serait plus dans le cadre d'une demande de fonctionnement. Fonctionnement global, du coup, bah, c'est les charges courantes de l'association et ça rentre dedans. En fait, vous n'allez pas faire une demande spécifique pour payer ce service-là de votre banque, mais vous allez faire un dépôt de demande pour équilibrer finalement, enfin, vous aider à équilibrer l'ensemble de votre fonctionnement structure. Oui. Je pense que ça répond. L'année dernière, combien de projets ont été présentés et combien retenus financés? Alors, présenté sur chaque volet, j'ai pas les chiffres. Au total, on a entre 500 et 600 dossiers sur l'ensemble des 3 volets. Je vous le disais, au niveau du montant de notre enveloppe. Je n'ai pas le détail là sous les yeux des projets. Je sais qu'on a financé 70 projets innovants, il me semble. Et ça, La répartition, je vous l'avais mis, répartition financière, elle est dans la slide là. Euh, donc vous voyez oui. que majoritairement, ça part au fonctionnement global des petites structures. Et ça, du coup, c'est vraiment que pour le département du Vaucluse.
Et mince, j'avais autre chose à préciser, j'ai oublié. Oui, ben, les chiffres que tu disais tout à l'heure, donc le montant pardon, plancher de 800 euros et une moyenne de financement de 2000 euros. C'est ça, sur les C'est ça, projets. c'est ça. Si ça peut vous donner un peu des repères, la subvention demandée doit-elle être proportionnelle au budget prévisionnel? Alors oui, de toute façon, nous on le regarde et ça fait partie de notre calcul des points. La subvention demandée doit être proportionnelle. En tout cas, la subvention accordée sera proportionnelle à votre budget. Peut-on avoir la liste des projets financés? Alors sur le site du rectorat où se retrouve la note d'orientation, vous avez la liste des structures qui ont été financées par volet. Alors, il me semble que sur le projet innovant, on ne décrit pas le projet innovant qui a été financé en tant que tel, mais vous avez la structure. Quand est-ce que les fonds seront attribués si les demandes sont acceptées? Oui, sur la question du calendrier, on est sur un calendrier institutionnel, hein, vous vous doutez. Je vous l'ai dit, on a un collège départemental début mai qui viendra valider nos propositions de financement. Et ensuite, on doit attendre la commission régionale qui vient encore une fois valider toutes ces propositions. Euh, et on est sur une production des arrêtés début de l'été et un transfert sur vos comptes bancaires courant de l'été. Là, je me permets de repréciser du coup le montant global, le financement public du coup dans votre part budgétaire. Donc la projection que vous faites sur 2025, il ne faudra pas avoir plus de 80% de financement public pour ce que vous, enfin le projet ou le budget que vous allez déposer. Euh, sur le volet admin concernant le RIB, l'asso est bien domicilié dans le Vaucluse, mais a une banque en ligne avec un RIB européen mais pas français. Je pense pas que ce soit problématique. Je pense que le RIB, ce qui pose vraiment souci là, c'est la question de l'adresse. Il faut vraiment que ce soit conforme entre ce que vous avez, enfin que que l'adresse soit conforme auprès de n'importe quel partenaire avec lequel vous travaillez. Donc la banque, la préfecture du coup où vous faites vos déclarations, mais aussi le numéro, enfin auprès de l'INSEE avec votre numéro de tirette. Ça c'est un point aussi important. Qui est pas forcément su par tout le monde. Si c'est votre première demande de subvention, pour avoir des subventions, une association est obligée d'avoir un numéro de SIRET. Donc voilà, assurez-vous bien d'être à jour de ce côté-là. Je vois Joël qui demande lequel, mais je ne sais, j'ai plus le contexte, alors peut-être que Je j'ai pense raté. que c'est juste au-dessus, mais du coup, tu as répondu. C'est les financements publics ne devront pas Ok. dépasser 80% des recettes. Euh, Très bien. Si c'est bon pour vous, si on a fait à peu près le tour des questions là au global, on va dire. Ah, si c'est le trésorier de l'association qui dépose, faut-il joindre un mandat du président? Alors ça, justement, c'est très bien. C'est une question de transition. On va justement, je vais commencer à vous faire une petite présentation de l'interface et de ces contraintes un peu pratiques qu'il faudra prendre en compte du coup pour votre dépôt. Hop, j'ouvre mes slides et j'ai trop de choses ouvertes. C'est bon. Voilà, donc je vous partage mes diapositives. Là, l'idée, c'est de pouvoir faire un petit focus là sur le compte asso euh, et du coup les modalités de dépôt. Je crois là me souvenir que pour cette session aujourd'hui, puisqu'on en a fait une autre lundi, pour cette session, dans les personnes qui se sont inscrites, on a à peu près un tiers de personnes qui ont déclaré avoir déjà déposé une demande auprès du FDVA. Donc, pour les autres, je ne sais pas si c'est votre première demande de subvention ou s'il y a eu
d'autres demandes, mais il n'y a rien de bien méchant. Ça reste une démarche administrative. On va nous demander plusieurs choses et un récapitulatif finalement de qui on est, de ce qu'on propose et un peu après des logiques de gestion de projet. Euh, voilà, ça peut être quelque chose d'un peu qui peut faire peur, mais vous inquiétez pas, ça ne peut que bien se passer, en tout cas d'essayer. Et si jamais vous avez des questions, on sera évidemment là pour y répondre. Le compte association, du coup, c'est une plateforme qui existe maintenant depuis quelques années, qui va permettre de faciliter des démarches administratives associatives. Donc, vous avez là aujourd'hui dans notre situation la possibilité de faire un dépôt de demande de subvention auprès des services de l'État. Donc, le FDVA aujourd'hui, mais peut-être pourquoi pas d'autres dispositifs par la suite. Vous aurez aussi la possibilité justement de demander un numéro de SIRET par cette plateforme, de déclarer des activités de bénévolat, de déclarer un changement de situation dans votre association. Enfin voilà, c'est vraiment une plateforme qui va aussi, pourquoi pas, suivre enfin, vous être utile dans toutes les activités de votre structure. Je vais rapidement vous présenter, vous faire un petit rappel des icônes que vous allez voir dans la plateforme, vraiment là en lien avec le dépôt de la demande de subvention, les pièces justificatives qu'il vous faut préparer euh, en amont je reprendrai un peu de temps là du coup pour si vous ne l'avez pas encore fait pour vous donner deux informations sur comment créer son compte et comment ça fonctionne et ensuite on rentrera là un peu plus dans le détail de à quoi quelles sont les questions, à quoi va ressembler du coup précisément la demande de subvention. Donc, la liste des icônes, on est sur des choses assez simples. Voilà, on est sur une démarche administrative, mais on a quand même une plateforme qui est plutôt intuitive et assez bien faite. Vous avez le bouton enregistrer, donc une petite disquette qui va vous permettre tout au long des étapes de pouvoir enregistrer les informations que vous mettez, mais aussi de pouvoir enregistrer votre dossier en cours. Et là, ça c'est pas mal, de pouvoir y revenir par la suite. Donc, vous pouvez le faire en plusieurs fois, voilà, et vous assurer du coup d'avoir bien enregistré pour pouvoir retrouver les informations. Justement, pour pouvoir reprendre les informations, vous avez donc un petit crayon pour pouvoir vous dire que voilà, vous allez pouvoir modifier ou reprendre un bloc de votre demande, une petite poubelle pour supprimer ce que vous avez déposé ou une information. Vous avez donc une croix pour annuler la demande, deux feuilles du coup pour pouvoir dupliquer une demande. Donc ça c'est un outil qui est plutôt pratique, notamment si vous avez déjà déposé une demande l'année précédente et que vous voulez faire quelque chose qui est sensiblement sur la même demande, le même objet. Donc voilà, ça peut être intéressant et du coup vous pourrez ensuite modifier pour pouvoir actualiser les informations. Vous allez pouvoir tout au long de la session faire des ajouts, ajouter des informations, ajouter un cofinanceur, ajouter un projet, ajouter des choses. Donc ça, c'est avec le plus. Et ensuite, là, les deux icônes un peu spécifiques qui peuvent être menées à confusion si on n'est pas forcément très à l'aise sur l'outil informatique. Vous allez pouvoir télécharger des informations. Donc ça, c'est pour les récupérer. Télécharger, il y a une flèche vers le bas parce qu'elle descend chez vous. Et téléverser, c'est vous qui les envoyez dans le cloud, dans le nuage, du coup, pour envoyer vos informations sur la plateforme. Hop, j'avance. La liste du coup des documents qu'il vous faudra préparer en amont. Là, on est sur des documents qu'il faudra avoir sous format PDF. Donc, bien vous assurer d'avoir les derniers documents à jour. Il vous faudra notamment les statuts de l'association. Souvenez-vous, c'est un document qui sera lu justement pour s'assurer, enfin pour que les services instructeurs s'assurent du fonctionnement démocratique de l'association. Donc les statuts de l'association, la liste des dirigeants, la dernière liste à jour du coup, de vos dirigeants, de vos représentants dans l'association. Le rapport d'activité de l'année 2024, si c'est possible, ou le dernier validé en assemblée générale, du coup, de l'année précédente, si vous n'avez pas encore fait votre AG d'ici le 23 février. De la même manière, le rapport financier de 2024.
Si vous êtes soumis à cette obligation, du coup, le rapport du CAC, le CAC, c'est le commissaire aux comptes. Donc, si vous avez cette obligation, du coup, à partir de 152 000 euros de subvention, donc là, vous êtes avec le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, ou, selon là aussi votre situation, le dépôt du bilan à jour du coup de 2024, le dernier que vous avez pu valider en AG. Et ensuite, du coup, là, ce qui va concerner la projection 2025, du coup, le budget prévisionnel, le budget global de 2025. Et évidemment, en fonction du dépôt de demande que vous allez faire, il y aura aussi le budget de l'action, le budget de l'action. Vous déposerez aussi évidemment le RIB de l'association. On vous l'a déjà dit, du coup, attention à bien vous assurer qu'il est à la même adresse que votre siège social, et le contrat d'engagement républicain, du coup, signé, sur lequel, du coup, vous allez pouvoir valider aussi en dernière partie, du dépôt de demande. D'autres documents un peu spécifiques, là on est plutôt lié aux structures qui auraient déjà déposé une demande en 2024 et qui auraient déjà été financées sur l'année précédente. Du coup, on va vous demander, ce sera une condition pour pouvoir déposer une nouvelle demande, du coup, de pouvoir terminer, on va dire, ce qui a été déposé en 2024 avec l'envoi de compte rendu. Le compte rendu de l'action qui a été financée, ou de la demande qui a été financée. Et en plus, mais du coup, vous pourrez aussi joindre, pourquoi pas, voilà, des bilans, des tableaux, de synthèse, du coup, des formations que vous avez pu mener. Pourquoi pas des coupures de presse, en tout cas, tout élément qui vous semble intéressant pour pouvoir justifier de la bonne utilisation et de la bonne tenue de l'action ou de l'objet de la demande que vous avez déjà pu faire l'année précédente. Je reviens un peu là en arrière. Ça, c'était vraiment spécifique sur la demande de subvention, les pièces déjà qu'il vous faut commencer à projeter, à avoir. Avant ça, bah, du coup, on va déjà s'assurer d'avoir notre compte personnel rattaché du coup au compte asso. Et donc pour cela, pour pouvoir créer votre compte asso, il va falloir que vous, de votre côté, vous ayez évidemment une adresse mail. C'est un incontournable maintenant, notamment dans le dépôt de demande de subvention, donc une adresse mail. Ça pourrait être votre adresse mail personnelle, ça c'est un point qui est intéressant, puisque la plateforme du compte asso, elle sera rattachée à une personne ou plusieurs personnes, et pas forcément avoir un email générique pour votre association. Ça, c'est un peu la particularité et la souplesse aussi que nous offre le compte asso. Donc, vous allez avoir besoin d'une adresse mail, du numéro RNA, donc le numéro déclaré au répertoire national des associations, ou votre numéro de sirène. Du coup, attention, si vous ne l'avez pas encore, faites votre démarche rapidement, du coup, puisque ce sera obligatoire pour pouvoir recevoir, du coup, des subventions. Donc voilà, il va vous falloir du coup un numéro pour pouvoir identifier votre structure. Et là, un point de vigilance, du coup, s'assurer d'être à jour de vos déclarations au greffe des associations, ce qu'on expliquait un peu tout à l'heure, au greffe des associations ou même auprès de l'INSEE, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, de bien vous assurer que votre adresse est la même auprès de tous vos partenaires. Voilà, ce sera un point bloquant, notamment pour le versement, si jamais vous avez une adresse différente. Donc, vraiment, pensez à vous mettre à jour là-dessus avant de pouvoir finaliser votre demande. Donc, voilà, la particularité du compte asso, c'est que vous allez créer un compte en tant que personne physique. Et on pourra, voilà, donc là, tout simplement, créer votre compte en vous connectant à l'espace, donc sur le compte asso, le compte asso.gouv.fr. Du coup, vous avez la possibilité de créer un compte en appuyant sur le bouton. Évidemment, on va vous demander votre nom, prénom, adresse de messagerie, la création d'un code, évidemment un code sécurisé avec multiples facteurs, des capitales, des minuscules, des chiffres, des nombres, des virgules, tout ce que vous voulez, pour pouvoir vous assurer du coup de la sécurité de votre compte.
Et c'est vraiment là la subtilité du compte asso, c'est qu'elle est rattachée, le compte asso est personnel. Et donc, on peut avoir, ben, voilà, là, l'exemple de 3 personnes différentes. On a une première personne où le compte asso, cette première personne, du coup, son compte asso lui permet d'avoir 2 associations rattachées. Donc, elle est présidente de l'association A et trésorière de l'association B. Et depuis son compte asso, elle aura accès à ces 2 associations et elle pourra initier les démarches sur l'une ou sur l'autre en fonction. Mais du coup, elle aura la même interface puisque c'est vraiment en tant que personne du coup qu'elle va se connecter à ça. Et à l'inverse, du coup, on pourra être aussi plusieurs personnes à avoir la même association sur son compte et donc accéder depuis différents comptes aux mêmes démarches. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et donc là, on a l'exemple de Monsieur S et de Monsieur L, du coup, qui sont tous les deux dans la même association. L'un est trésorier, l'autre est directeur, et ils ont chacun accès à l'association B sur leur compte asso. Ça, c'est un avantage aussi, puisque vous pourrez être plusieurs personnes, pourquoi pas, à remplir cette demande de subvention qui nous intéresse là aujourd'hui, ou à initier des démarches pour votre association plus tard. Et donc, vous pouvez être une personne qui remplit la partie budget, une autre qui est chargée de mettre les statuts en ligne, etc. Et donc, vous serez tous à travailler sur le même dossier depuis vos comptes différents. Donc ça, c'est quand même un avantage aussi pour pouvoir impliquer d'autres personnes dans le dépôt de cette demande. Voilà, une fois que vous avez donc créé votre compte, vous allez pouvoir ajouter votre association. Donc pour ça, c'est pas compliqué, c'est ce qu'on expliquait juste avant. Il va vous falloir votre numéro d'identification, donc le RNA ou le numéro sirène, du coup, pour pouvoir identifier votre structure. Et vous pourrez du coup ensuite avoir accès à votre compte. Sur votre compte, du coup, vous allez avoir une interface comme ça quand vous vous rendez sur l'espace de votre association et vous allez pouvoir ici demander une subvention. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. La demande de subvention, comme on est sur une plateforme qui va concerner tous les dispositifs de l'État, il va falloir identifier, voilà, c'est pas une plateforme uniquement pour le FDVA Vaucluse, on est sur toutes les demandes de subvention de l'État et donc il va falloir bien identifier quelle est la subvention que vous allez solliciter. Donc, on vous a mis ici un récap des numéros qui concernent les formations. Vous pouvez ou taper le numéro ou taper formation, enfin FDVA Vaucluse et ça va vous donner du coup automatiquement. Donc, vous avez une zone de recherche et juste en dessous, du coup, le résultat des recherches. Et donc ici, dans notre exemple, on avait tapé le numéro directement de la demande. Donc, on n'a qu'une seule ligne qui apparaît. Mais si vous tapez FDVA Vaucluse dans cette barre de recherche, vous aurez les 3 subventions du coup qui sont comprises dans le FDVA dans cet espace. Et donc, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur celle qui vous intéresse. Là, en dessous, sur sélectionner une subvention, vous sélectionnerez directement celle qui vous concerne. Pour être sûr que vous ne vous trompez pas, vous avez un petit récapitulatif. Une fois que vous avez cliqué dessus, que vous avez sélectionné votre demande, il y a un petit récapitulatif sur quel est le fond, le dispositif concerné, la couverture. Donc, assurez-vous que vous êtes bien sur la couverture départementale Vaucluse, un petit descriptif. Vous avez ici les liens sur le texte de référence de cet appel, de cette notice, enfin sur la notice d'information de l'appel à projet. Et vous aurez ici également un récapitulatif avec les coordonnées de Yulia. Du coup, voilà, vous aurez a priori toutes les informations pour pouvoir la contacter, en tout cas la possibilité de retrouver les informations facilement pour pouvoir la contacter si jamais vous avez un souci. Voilà. Ensuite, du coup, vous avez en bas de votre écran à chaque fois les boutons suivants et précédents, du coup, pour pouvoir avancer dans votre demande. Voilà. Comme vous êtes sur plusieurs, enfin, selon la taille de votre association, vous pouvez avoir plusieurs établissements
Ici, du coup, il va falloir bien s'assurer du coup de cocher de sélectionner du coup l'établissement pour lequel vous sollicitez une demande de subvention. Ça, c'est surtout si votre association est régionale et qu'elle a des sections locales, par exemple. Donc, voilà, c'est bien pour différencier les activités des structures, mais a priori, la grande majorité d'entre vous n'auront qu'une seule ligne ici, du coup, avec un seul siège social. Vous allez faire un récapitulatif, du coup, en tout cas, vous assurez que les informations qui sont notées ici sont correctes. Donc là, ça, normalement, ce sont des informations qui sont récupérées depuis le greffe des associations, donc d'où la nécessité d'être à jour sur toutes vos déclarations. Vous allez pouvoir du coup actualiser si jamais il y a des informations qui sont erronées ou actualiser un email de contact ou le site internet, votre numéro de téléphone. Et là, vous voyez, on commence à retrouver les icônes qu'on évoquait tout à l'heure. Vous avez ici notamment la disquette pour pouvoir enregistrer si jamais vous faites des modifications. Donc ici, vous vous assurez que toutes les informations de votre association sont correctes et à jour. Vous cliquez sur suivant et vous vous retrouvez sur la suite des déclarations. Donc là, on est vraiment sur des informations que vous avez. Pour l'instant, vous n'inventez rien. Est-ce que vous êtes affilié à une association, à une fédération, qu'elle soit sportive, culturelle ou autre? Et donc ici, vous allez pouvoir renseigner les informations. Voilà, dans le cadre du sport, vous êtes peut-être attaché à une fédération, à un comité départemental, etc. Dans le cadre de structures culturelles, vous êtes peut-être là aussi rattaché à une union, à un dispositif le plus grand du coup pour les... Ah, j'ai sauté. Là, vous êtes peut-être fédéré par une structure. Donc, c'est ici que vous allez renseigner les informations. Ce sont des informations qui sont importantes. Souvenez-vous, Julia vous l'a précisé, il y a aussi la question de comment est-ce que la structure va faire réseau sur son territoire. Et donc, ça pourrait être aussi des informations sur expliquer le rayonnement, ou en tout cas sa volonté, c'est le dynamisme de votre association. Après, si vous n'êtes pas rattaché à une personne morale ou à une fédération, ce n'est pas excluant non plus. Vous allez ici, dans la page suivante, saisir les agréments propres à l'association. Donc, les agréments, on est sur des reconnaissances ministérielles ou de services de l'État, du coup, sur une compétence ou une spécificité dans votre activité. On a l'exemple ici là de jeunesse et éducation populaire, un agrément sur le service civique qui vous permet d'accueillir des volontaires en service civique en direct. Vous avez un agrément éducation nationale. Enfin, là, il existe vraiment plein d'agréments. Donc, vous pouvez en avoir, vous pouvez ne pas en avoir. Là aussi, ce n'est pas excluant. Mais ça permettra aussi là, des faisceaux d'indices puisque dans votre dépôt de demande, vous avez l'obligation de respecter le tronc commun d'agrément. Le tronc commun d'agrément, ben voilà, vous l'avez compris, c'est aussi pour pouvoir avoir des agréments. Donc, si vous avez déjà des agréments, ça veut dire que, a priori, vous passez déjà les premiers critères et que votre association a un fonctionnement démocratique, une transparence financière, qu'elle n'agit pas pour un cercle restreint de personnes et qu'elle agit dans l'intérêt général. Donc, vous cochez déjà les cases plus facilement sur l'instruction. Vous allez juste en dessous saisir les moyens humains de l'établissement. Donc voilà, savoir combien vous avez d'adhérents, quel est le découpage là, entre les adhérents masculins, féminins, qui sont les bénévoles, est-ce que vous avez des volontaires, est-ce que vous avez des salariés, etc. Donc là, vous allez un peu décortiquer vos ressources humaines finalement. Sur la page suivante, vous allez préciser qui sont les personnes qui vont déposer la demande ou qui vont être, dont les noms vont apparaître finalement autour de cette demande. Là, vous le voyez, on a deux lignes. On a une personne qui est directrice et une autre qui est présidente. Et vous avez donc dans le tableau des choses à cocher. Est-ce que c'est une personne qui est représentant de l'association, signataire de la demande ou chargée du dépôt du dossier? Et donc, c'est en ça que je vous disais que ça peut être intéressant d'être plusieurs personnes à contribuer autour de cette demande, puisque vous allez du coup pouvoir identifier qui seront les différents représentants. Oh, excusez-moi. Hop, voilà. Qui seront les différents représentants dans le dépôt de cette demande.
Juste en dessous, vous allez pouvoir renseigner votre RIB. Donc là aussi, vous l'avez compris, encore un petit rappel sur attention à l'adresse. Vraiment, vous avez compris que c'est très important puisque à toute étape du parcours, c'est pas forcément quelque chose qui sera tout de suite regardé, mais à toute étape du parcours, vous cochez toutes les cases, vous avez la demande qui est validée. Mais du coup, pour le versement, il y a ça qui bloque et c'est vraiment un blocage administratif très compliqué et ça pourra mettre des mois là vraiment pour pouvoir se débloquer. Donc voilà, juste et vraiment ayez cette vigilance au départ, ça pourra vous éviter des problèmes de trésorerie par la suite. C'est très important. Donc voilà, vous allez téléverser du coup votre RIB si si c'est votre première demande et que vous n'avez encore rien mis sur votre espace. Et si c'est le cas, si à l'inverse vous avez déjà mis quelque chose sur votre espace, vous allez pouvoir le télécharger pour vérifier que les informations sont toujours bonnes. On clique là aussi sur suivant pour passer à la page suivante. Et ici, on commence à rentrer du coup les informations avec les pièces justificatives, donc tous les documents que vous avez déjà préparés en amont, qu'on a déjà évoqués. Vous allez préciser si c'est une demande, une nouvelle demande ou si vous avez déjà fait une demande en 2024 ou pas. C'est simplement pour savoir si vous devez aussi déposer un compte rendu de financement, du coup un compte rendu de votre financement de l'année précédente. Si vous cochez oui ici, c'est parce que vous avez déjà reçu une demande en 2024. Si vous avez reçu une demande en 2023, vous mettez non. On n'est vraiment que sur l'année précédente. Vous allez ensuite déposer tous les documents propres à votre demande, donc les documents qu'on a déjà évoqués, les statuts à jour, la liste des dirigeants à jour, votre dernier rapport d'activité, les comptes annuels de l'association, le budget prévisionnel annuel de l'association, éventuellement un bilan financier du coup, puisque ça va dépendre un peu de la taille de votre association et de sa comptabilité. Vous allez donc joindre le RIB éventuellement et juste en dessous les pièces spécifiques, du coup, comme on disait, le compte-rendu financier de l'année précédente, d'autres documents qui vous permettraient du coup là de justifier de la bonne utilisation des fonds ou de la réussite de l'activité, comme je disais tout à l'heure, un tableau, un récapitulatif de toutes les formations que vous avez proposées, de combien il y a eu de personnes, des coupures presse pour montrer que ça s'est bien passé, etc. Une petite précision peut-être. Non, je crois que j'ai fait le tour des bulles. Je passe sur l'étape d'après. Et là, du coup, on va pouvoir commencer à cliquer, enfin à ajouter le projet qu'on veut financer. Donc, vous allez cliquer sur le petit plus, puisque pour l'instant, on n'a aucun projet. Il va falloir en créer un. Donc, vous cliquez sur plus. Et là, du coup, il va falloir créer cette nouvelle fiche projet. La particularité de la demande de FDVA, c'est que du coup, on est sur le même déroulé pour les 3 volets. Vous avez la même démarche à faire. Et dans le cas de la demande sur le financement global, sur le fonctionnement global de l'association, vous allez aussi devoir cliquer sur « Ajouter un projet ». Ça semble un peu la contre-intuitive, c'est la particularité de la plateforme. Maintenant que vous le savez, même quand vous faites une demande au fonctionnement global, il va falloir cliquer sur projet et ce projet, vous l'appellerez aide au fonctionnement global 2025 pour pouvoir du coup rentrer votre demande et préciser ensuite les informations autour du budget. Voilà, donc ici on a le type de projet, l'intitulé, la récurrence, est-ce que c'est une première demande ou un renouvellement? Quelles sont les dates, quelle est la période du coup qui est sollicitée pour le financement? Les objectifs de la demande, la description du projet et là une précision, donc vous n'êtes pas limité en place, vous n'avez pas un nombre de caractères limité, donc vous avez le droit de décrire précisément ou d'être un peu voilà, d'être un peu explicatif, non, descriptif du coup sur votre dossier, du coup sur votre projet. Je change de page, j'ai validé tout ça, j'avance sur ma demande, je vais renseigner qui est le public bénéficiaire
de l'objet de la demande, du coup, quel est son statut, quel est son genre, quelle est la tranche d'âge, combien de personnes est-ce qu'on pense viser en moyenne, quel est le territoire concerné du coup? Et attention, là, à chaque fois, quand vous voyez le bouton enregistrer, pensez à bien enregistrer vos sections du coup pour pouvoir vous assurer de retrouver les informations au fur et à mesure. On refait un point sur les moyens humains. Alors attention, là du coup, tout à l'heure, on a déjà, souvenez-vous, renseigné les informations sur les moyens humains. On était sur le global de l'association. Ici, on est potentiellement sur un projet innovant, un projet de formation ou là aussi le fonctionnement global. Donc si c'est le fonctionnement global, vous remettez les mêmes chiffres. Sinon, il faudra préciser là, spécifiquement sur votre projet de formation ou de projet innovant, du coup, quels sont les moyens humains liés à cette demande. Donc, les moyens matériels et humains, du coup, avec un petit descriptif, du coup, qualitatif. Et ensuite, dessous, les informations quantitatives, du coup, avec le nombre de bénévoles, de salariés, avec quelque chose d'un peu plus précis, notamment avec une conversion en ETP, puisque sur la colonne de droite, vous avez donc le nombre d'ETP. ETP, c'est pour équivalent temps plein. On va considérer du coup, là, si vous avez un salarié et qu'il est à 28 heures semaine, 28 heures, ce n'est pas un temps plein, c'est 35 heures. 28 heures, ça, en face, vous allez mettre 0,8 ETP, puisque la personne ne représente pas un ETP. On est un peu en dessous. Voilà. Et vous ferez la même chose pour le nombre de bénévoles. Combien d'ETP le nombre de vos bénévoles vont équivaloir. Par exemple, vous avez 50 bénévoles qui participent activement à cet événement, mais du coup, vous aurez, je ne sais pas, moi, derrière, peut-être 5 ETP en équivalent. Voilà, ça pourrait être de l'ordre de ce ratio. Voilà. Je continue d'avancer. Là, on passe du coup vraiment sur la notion de gestion de projet. Du coup, quels sont les éléments qui vont nous permettre de nous assurer de l'évaluation de notre demande. Et donc, on va là indiquer des informations qualitatives, quantitatives. Du coup, donc, quels sont les indicateurs qui nous sembleraient importants pour nous assurer que cette demande, enfin, que ce projet, il est réussi. Voilà, on considérera peut-être le nombre de participants et on précisera du coup que on imagine en valeur minimum avoir 20 participants et au maximum 50 participants. Voilà, et à quel rang est-ce qu'on juge cet évaluateur, enfin cet indicateur comme étant important. Donc, on pourra les classer comme ça dans l'ordre. Là, on est vraiment sur des notions de gestion de projet et de comment est-ce qu'on s'assure du coup de ce qu'on projette de l'action et de ce qu'on arrive à faire. On est vraiment là sur l'évaluation de la projection et des résultats. Ces critères-là, vous pourrez les reprendre, vous l'aurez compris, l'année suivante, du coup, sur votre dossier de bilan de l'action. Du coup, vous reprendrez ces évaluateurs, du coup, pour dire, on avait prévu entre tant et tant de personnes, est-ce qu'on est conforme ou pas? On avait prévu de couvrir trois villes différentes, finalement on a réussi à en faire 4, c'est encore plus positif. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de pouvoir vous appuyer sur ces indicateurs pour votre bilan. Vous enregistrez tout ça et ensuite on va commencer à basculer sur la partie financière. Voilà, là on a fait toute la partie description du projet, on bascule sur la partie financière. Et ici, on va notamment renseigner les cofinanceurs. Spécifiquement sur ce projet, est-ce qu'on a des cofinanceurs? Est-ce qu'on sollicite la CAF? Est-ce qu'on sollicite la mairie? Et pour quel montant? Donc, vous allez le préciser. Vous allez donc avoir après à chaque fois un petit plus et la possibilité d'ajouter des cofinanceurs. Vous allez identifier la structure et noter ici le montant demandé. Si vous faites des modifications, il faudra, vous n'oubliez pas, enregistrer avec la disquette. Enregistrer cette page, passer à la suivante et les montants que vous avez renseignés. Là, par exemple, dans cet exemple, j'ai deux structures qui nous financent. On a la direction départementale la direction départementale et le conseil régional qui nous finance. Et c'est des informations qui vont se reporter automatiquement dans la page qui suit dans le compte 74, du coup, pour identifier les autres cofinanceurs.
Si jamais il y a des modifications à faire ici sur cette page, vous avez la possibilité de revenir en arrière, puisque en bas de chaque page, vous avez suivant et précédent. Vous avez à chaque fois la possibilité de revenir en arrière. Donc ici, sur cette page, donc ces sommes-là, vous n'y touchez plus, a priori, vous les avez déjà renseignées. Vous renseignez le reste de vos cases, du coup, dans le reste de la structure, du coup, enfin de ce tableau, de ce budget. Voilà. Et un point important, évidemment, vous faites apparaître le montant de la demande FDVA dans ce projet. Un point aussi important, les sommes de chaque compte se calculent automatiquement, donc vous ne rentrez que les dépenses de chaque ligne. Vous voyez tout ce qui est simplement sous des rectangles. En dessous de ce tableau, vous avez aussi une zone qui est très souvent non remplie ou pas suffisamment remplie. En tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on milite à la Prova. Et Julia vous en parlait aussi, ça pourra permettre mince, je trouve pas le mot, de mieux équilibrer ou en tout cas de mieux valoriser votre action. C'est cette zone sur la contribution volontaire en nature. La contribution volontaire en nature, du coup, c'est la conversion du nombre d'heures d'action bénévole, la mise à disposition de matériel, la mise à disposition de salles que vous allez convertir en argent. Du coup, combien ça vous aurait coûté s'il avait fallu embaucher quelqu'un pour ça? La particularité de cette zone, c'est qu'on n'est pas sur de l'argent réel, on est vraiment sur une conversion. C'est le temps que vous mettez à disposition dans la structure, l'énergie, le matériel qu'on vous prête, qu'on vous donne, qu'on vous alloue, oui, et du coup qui va vous permettre aussi là, de valoriser la force de l'association, l'implication de ses bénévoles, etc., pour pouvoir là aussi justifier en quoi c'est intéressant de vous financer? Ben, si vous nous financez, nous, on est en capacité de mobiliser 50 bénévoles et c'est ça d'économiser du coup et l'action, elle peut quand même se tenir. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important qui fait vraiment là l'ADN du fonctionnement associatif. Donc, c'est très important de pouvoir remplir cette zone. Et ce tableau, la particularité, c'est que simplement sur le bas de ce tableau, vous êtes équilibré des deux côtés. Les sommes que vous mettez à droite, vous les reportez automatiquement à gauche. Hop, j'avance et on arrive sur la dernière page où on va vous demander là du coup la partie attestation sur l'honneur. Du coup, vous allez cocher des cases. Donc, vous assurez du coup que l'association est à jour dans toutes ses déclarations administratives, que l'association souscrit au contrat d'engagement républicain, qu'elle est à jour de ses cotisations auprès des différentes structures, l'URSSAF, etc., structures sociales. Voilà, et donc vous assurez du coup là on est vraiment sur la dernière zone, la dernière page, puisque vous voyez en bas, vous avez un petit bouton pour transmettre au service instructeur. Donc il faudra ici du coup valider toutes les informations et pouvoir finaliser en transmettant au service instructeur. C'est bien important d'appuyer sur ce bouton à la fin, sinon votre demande sera en brouillon et elle ne sera pas traitée en cas de... Voilà, si jamais elle est en brouillon, ben, le service instructeur ne pourra pas la voir. Donc ce sera tant pis pour vous. Si jamais vous avez un besoin, par exemple, vous avez fait votre demande, elle est en cours, vous retrouvez, vous devez vous arrêter sur l'instruction, le remplissage de cette demande et comment faire pour y revenir. Vous allez dans demander une subvention, vous avez un récap, du coup, voir les demandes de subvention en cours. Donc, vous allez pouvoir avoir retrouvé la demande en cours, du coup, à cet endroit-là. Donc, vous retournez sur demander une subvention, mais vous ne faites pas faire une nouvelle demande. Vous êtes bien sur reprendre une demande en cours. Ça, c'est un point important parce que certaines personnes recliquent à chaque fois sur faire une nouvelle demande et recommencent leur demande. Ça, c'est compliqué par la suite pour récupérer les informations. Voilà. Une fois que vous avez cliqué, bon là pour la demande en cours, voilà, ça se présente comme ça.
Ça vous fait un récap et là, on voit état, il y a écrit en cours de saisie. Voilà, c'était pour vous expliquer à quoi ça ressemble. Et donc, dans ce cas-là, vous allez cliquer sur la première icône du coup qui est reprendre sa demande. En cas de souci, si jamais vous avez des questions, vous l'avez compris, Julia et nous à la Prova, on se tient à votre disposition pour répondre aux questions. Par contre, on est sur des questions pratiques de où en est votre dossier, qu'est-ce que je mets dans tel cas, je n'ai pas compris telle question. Si c'est une problématique technique, il y a un bug, ça peut arriver, hein, ça reste du numérique. Il y a un bug, je n'arrive pas à télécharger telle page, etc. Vous avez un bouton sur votre espace Contasso qui s'appelle Assistance et sur laquelle, du coup, vous allez pouvoir notifier un problème en cours pour que, du coup, un technicien reprenne contact avec vous et puisse vous aider à passer la difficulté. Donc ça, c'est vraiment sur un problème technique. Sur le reste, si jamais voilà, vous avez des questions plus globales pour mieux comprendre l'interface, vous avez une FAQ, du coup, une foire aux questions qui est plutôt bien faite avec vraiment là un descriptif de toutes les étapes qui peuvent se présenter à vous dans le dépôt de la demande. Et vous avez aussi un lien vers des vidéos tutoriels pour vous aider à déposer sur l'interface comme il faut. Donc, vous l'avez compris, vous n'êtes pas tout seul. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner sur cette démarche, sur ce dépôt. Voilà, on sait que c'est une démarche qui concerne surtout, qui est pensée avant tout pour des petites associations qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des dépôts de demande de subvention. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous aider. Ce serait dommage du coup de renoncer à un financement pour une question administrative. Enfin, voilà, on est on est là pour vous aider là-dessus. Et une information, du coup, nous, la Prova, j'en profite, je le place maintenant, on organise donc des formations, je vous l'ai déjà dit au début de la présentation, et on en a notamment une là la semaine prochaine sur les demandes de subvention, justement. C'est une formation à la journée sur qu'est-ce qu'on met dans sa demande de subvention, justement, comment est-ce qu'on parle de son projet, et l'après-midi, on fait un focus sur qu'est-ce que c'est un budget prévisionnel et comment est-ce qu'on remplit un budget prévisionnel. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir vous accompagner, de vous outiller sur tout ça. Cette formation, elle est financée dans le cadre du FDVA. Donc voilà, vous voyez, la boucle est bouclée dans tout ça. Et voilà. Est-ce que, hop, j'arrête mon partage. Est-ce que vous avez des nouvelles questions? Je crois que Yulia, tu as répondu à beaucoup. Oui, bah merci Fanny. Je pense que ça a été assez clair. Il y a eu peu de questions techniques. Il y avait une question à laquelle j'ai déjà répondu, mais est-ce qu'il y a un nombre minimum d'adhérents et de bénévoles qui éliminerait d'office une demande? Donc non, pas de nombre minimum. Mais par contre, évidemment, c'est quelque chose qu'on regarde puisque ça nous assure de votre vie démocratique, de votre impact local, etc. Effectivement, du coup, c'est vrai que du coup, si vous n'avez que deux adhérents et ce sont vos deux présidents et trésoriers, effectivement, ça va devenir compliqué pour s'assurer de la dynamique de l'association, de son investissement et du renouvellement démocratique. Si vous n'avez pas d'adhérents ou un nombre quand même assez, enfin voilà, parlant, ça va devenir compliqué, je Euh, pense. oui, tout à fait. Euh, Ensuite, là, quelqu'un demande sur une demande de budget de fonctionnement, faut-il également remplir la partie de contribution volontaire en nature? Oui. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment inhérent à la vie de n'importe quelle association. En réalité, vous passez du temps. Là, déjà aujourd'hui, vous êtes peut-être bénévole et vous passez 1 heure à vous former ou à vous questionner sur la demande de subvention. Donc, vous avez déjà au moins 1 heure à noter dans votre tableau de contribution volontaire en nature. Voilà, je doute pas que vous ayez déjà des temps d'investissement en réunion, les CA que vous faites, le temps de préparation des activités, etc. Tout ça, c'est du temps à valoriser. En réalité, on est vraiment là sur la transcription de s'il n'y avait pas de bénévoles dans l'association, combien ça nous coûterait s'il fallait embaucher quelqu'un. On est vraiment sur cette idée-là et vraiment, ça, j'insiste, c'est vraiment là aussi notre côté un peu
politique, on va dire, dans la partie vie associative. En tout cas, nous, ce qui est important pour nous à la Provin, voilà, c'est un engagement bénévole. Vous êtes des citoyens engagés. Vous pourriez faire 1000 autres choses pour vous et vous décidez de passer de votre temps dans une association pour de l'intérêt général, pour du collectif, pour faire avancer un projet, pour faire avancer une idée. Et en fait, c'est une économie pour tout le reste de la société sur ce projet. Donc vraiment, la valorisation du bénévolat, j'insiste, vous l'aurez compris, c'est très important et ça montre aussi de votre dynamique associative. Et alors, je crois que la formation intéresserait peut-être quelqu'un, la formation de la semaine prochaine, puisque Léa Brousset demande quand a lieu cette formation. Alors, on est sur le vendredi 31. Et il faut que je refasse un point. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur notre site. Je vais vous mettre le lien et je vous réenverrai du coup sur le mail du coup que vous allez recevoir juste après la session avec le récapitulatif là, des liens, des documents, toutes les informations qu'on a évoquées. Je vous mets le lien. Ah, hop, dans le chat, vous avez du coup sur notre site un onglet qui s'appelle formation, où du coup on propose la formation de la semaine prochaine, mais aussi d'autres formations là, spécifiques sur le monde associatif. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, à vous inscrire du coup pour le 31 si vous êtes disponible et si c'est bon pour vous. Et là, je vais voir plus sur la partie combien de personnes on peut mettre dans la salle. Et en fonction, du coup, si j'ai trop de demandes, je rajouterai sûrement une autre date. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir retrouver, de vous soutenir. Vous l'avez compris. Sur un aspect plus général, la Drages PACA Ouais. accorde-t-elle également des subventions sur des Oui. associations à vocation régionale? Alors oui, 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 bien sûr. Donc là, il faut être faut pouvoir témoigner de sa présence sur au moins 3 départements de la région. Si vous souhaitez et pensez en tout cas pouvoir émarger sur le FDVA régional, je vous demanderai de me contacter pour qu'on monte ensemble votre dossier. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Fanny, est-ce que tu as des précisions que tu voulais apporter? Non, je crois qu'on a fait le tour. Après, voilà, vous l'avez compris encore une fois, on est à votre écoute. Euh, La formation du 31, c'est apprendre à remplir un budget prévisionnel. alors, on est sur la demande de subvention et le budget prévisionnel. Le matin, on est sur la demande de subvention, l'après-midi sur le budget prévisionnel. L'idée, c'est, voilà, on vous fait travailler sur un cas pratique qui est en fil rouge toute la journée. Donc, voilà, je ne fais pas de demi-journée. Si vous vous inscrivez, c'est pour la journée complète, du coup, pour la cohésion, la cohérence de la formation. Mais après, du coup, si vous ne pouvez pas participer à celle-ci, que vous avez des questions, à côté, bon voilà. On ne pourra pas accorder 1 heure spécifiquement sur votre dossier et sur la relecture de votre budget, évidemment, mais si vous avez une question, quelque chose sur laquelle vous bloquez, on est aussi là pour répondre à vos questions. Donc j'ai l'impression que c'était assez clair, puisque tout le monde nous remercie et sûrement peut-être que tout le monde a faim. Euh, Très bien. Bah, je te laisse conclure, Fanny. Je n'ai pas Ouais, grand-chose à c'est bon. conclure. Ok. Très bonne journée à vous. Merci pour votre temps, pour votre écoute, et puis très bonne demande de subvention à tout le monde. Bonne journée. Merci, merci à tout le monde, au revoir. Au revoir.